Bonjour, nous avons le plaisir de recevoir Nicolas Aubert. Nicolas, vous êtes professeur agrégé des universités à l'IAE d'Aix-Marseille. Vous êtes docteur et habilité à diriger des recherches et vos travaux de recherche portent notamment sur l'actionnariat salarié et l'épargne salariale. Vous êtes également professeur associé à l'Institut pour l'étude de l'actionnariat salarié et du partage des profits de l'Université de Rutgers aux États-Unis. Vous êtes également membre du conseil scientifique de la FAS, de la Fédération française des associations d'actionnaires salariés. Et enfin, vous êtes l'auteur de différents ouvrages. Euh, un, par exemple, qui est sorti l'an dernier, intitulé Épargne, entreprise, intéressement, participation, associer les salariés aux performances, aux éditions UMS Management et Société. Ou plus récemment, en 2022, avec un nouveau histoire, la codétermination en France, qui s'intitule La réforme de l'entreprise, un modèle français de codétermination. Bonjour Nicolas. Bonjour Mickaël. Nicolas, justement, sur ce dernier ouvrage sur la codétermination, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur l'ambition du livre? Alors tout d'abord pour dire que c'est un ouvrage que j'ai coécrit avec Xavier Holland, un collègue de Catch Business School et avec lequel je travaille depuis de nombreuses années sur des questions d'actionnariat salarié. Mais disons que ce qui apparaît dans la littérature et ce qui est assez présent dans l'esprit aussi de ceux qui ont contribué à développer ces dispositifs en France, le général de Gaulle pour ne pas le nommer, mais aussi ses conseillers, c'est qu'il y a trois composantes de la participation qu'il faudrait réunir pour avoir une cohérence, c'est-à-dire la participation au capital. On l'a fait dans nos travaux avec mon collègue Xavier Hollande, justement, en travaillant sur l'actionnariat salarié, sa représentation dans les instances de gouvernance. La participation aux bénéfices, qui est obligatoire en France. On est le seul pays, on le sait peu en France, mais on est le seul pays à avoir ce système rendu obligatoire pour les sociétés de plus de 50 salariés. Un débat se fait jour ces derniers temps pour que ce système soit généralisé au travers la question du dividende salarié et la participation aux décisions, qui serait disons, certains auteurs parlent de participation inachevée. Ça aurait été, d'après les commentateurs de l'époque, le projet du général de Gaulle de mettre en œuvre un système de codétermination, un peu comme ça s'est fait en Allemagne à partir du début des années 50, dans l'immédiat après-guerre, et ensuite renforcé au détour des années 70, au début de la financiarisation, comme l'identifient certains auteurs. Dans notre ouvrage, donc, nous mettons l'accent sur cette partie qui est la codétermination. Il y a quelquefois des confusions avec la cogestion. Souvent, on confond un peu les deux. En Allemagne, c'est la codétermination. C'est d'ailleurs une traduction littérale du terme allemand Mitbestimmungsgesetz. En fait, c'est une association des salariés dans les conseils de surveillance. En Allemagne, on a directoire et conseil de surveillance, à la différence de la France, où on a le choix entre le conseil d'administration, d'une part, ou directoire et conseil de surveillance d'autre part. En Allemagne, c'est uniquement la deuxième formule qui prime, donc ça donne aussi un rôle particulier aux salariés. Ils siègent dans les conseils de surveillance, ils ne sont pas liés à la validation, à la définition de la stratégie. Donc cette codétermination elle a été suggérée depuis 1946 en France, avec une première loi de Paul Bacon, quelqu'un qui est un peu considéré comme un des pères fondateurs du système social français, et ensuite régénéré dans le débat par des auteurs qui ont posé la question de la réforme de l'entreprise. La réforme de l'entreprise, c'est notamment mettre en œuvre les trois formes de participation, capital, bénéfice et aussi décision, avec notamment la codétermination, la participation des salariés dans les instances de gouvernement d'entreprise. 2013, 2015 et 2019 avec Pacte, toutes ces lois ont finalement renforcé ce système-là et son accroissement, sa généralisation est à l'étude, puisqu'en Allemagne, on sait que les plus grandes entreprises ont la moitié du conseil de surveillance qui sont des salariés. Pour l'instant, pour la France, c'est 2 représentants lorsque le conseil est composé de plus de 8 personnes. Alors, c'est vrai qu'en France, on a l'habitude de dire qu'en Europe, la France fait quand même partie des pays où l'actionnariat salarié est le plus développé. Néanmoins, vous avez mené tout un travail de comparaison entre l'actionnariat salarié en France et celui qui peut être pratiqué aux États-Unis. Et là, on peut observer quand même quelques disparités dans l'approche et dans la mise en œuvre. Qu'est-ce qu'on peut en retenir justement?
Alors effectivement, si on compare, quand on veut citer 2 pays en matière de bonnes pratiques d'actionnariat salarié ou l'actionnariat salarié démocratique. Attention, c'est un terme qui est souvent utilisé, alors notamment par certains juristes avec lesquels je travaille, mais aussi par la Fédération européenne de l'actionnariat salarié. On parle d'actionnariat salarié démocratique parce qu'effectivement, l'actionnariat salarié, lorsqu'il ne concerne que les équipes managériales, n'est pas tellement l'esprit des fondateurs et de ceux qui ont développé l'actionnariat salarié. Euh, Parce que sinon, de ce point de vue-là, toutes les boîtes de private equity font de l'actionnariat salarié. De fait, les management packages incluent une dimension de participation au capital, mais qui n'est pas systématiquement démocratique, si on peut le dire. Le terme démocratique est peut-être une mauvaise traduction de broad-based, c'est-à-dire l'idée qu'en fait, c'est très largement diffusé au sein de l'entreprise. Ça concerne toutes les strates de l'entreprise et c'est d'ailleurs comme ça que l'avaient développé les fondateurs aussi de la Silicon Valley, lorsqu'ils ont mis en œuvre les stock options, on a peut-être entendu, peut-être ceux qui nous écoutent ont entendu parler du débat entre Wozniak et Jobs, l'un voulant partager avec tous les salariés, l'autre étant plus réticent à cet aspect-là, pour la partie stock options. Mais les auteurs, justement, aux États-Unis, qui sont intéressés aux modalités de développement de l'actionnariat salarié, leurs recherches portent essentiellement sur des PME, puisque l'actionnariat salarié est développé aux États-Unis dans environ 7000 entreprises qui embauchent tout de même presque 14 millions de salariés. Donc, c'est une part assez considérable de la force de travail aux États-Unis. En France, c'est 3 millions de salariés, c'est ce que nous disent les enquêtes annuelles, bon, les données de la FAS, de la Fédération européenne aussi de l'actionnariat salarié. Donc, c'est beaucoup d'actionnaires salariés, mais essentiellement dans les entreprises, les entreprises qui ont été privatisées. Je dis privatisées, on a quasiment que des entreprises privatisées en France aujourd'hui, mais je signifie par là qu'en fait, c'est aussi le fait d'opérations de privatisation qui ont eu lieu au détour des années 80, en 86 pour être plus précis, lorsqu'on a souhaité, disons, lorsque l'État s'est désengagé de ces entreprises-là et a associé assez systématiquement les salariés au capital. Donc ça concerne de très grandes entreprises, le CAC 40, le SBF 120, et avec une diffusion assez importante du fait de nouveaux dispositifs, hein, par exemple comme l'abondement unilatéral qui a été introduit par la loi Pacte, c'est-à-dire qu'on peut verser, sans lui demander son avis, à un salarié, 2 actions de l'entreprise. Et on peut le faire pour tous les salariés. Et ça permet tout de suite d'avoir une proportion très conséquente, enfin la totalité en réalité, des salariés qui sont associés au capital. Euh, on a évidemment un investissement qui peut être nuancé selon la capacité d'épargne de chacun, mais c'est une pratique qui est assez développée et qui en revanche est un peu moins démocratique. En tout cas, c'est ce que nous indiquent les derniers baromètres au niveau européen, c'est-à-dire qu'en France, on aurait peut-être un recul de la participation du plus grand nombre aux opérations d'actionnariat salarié pour avoir un recentrage sur les cadres. Bon, on a quelque chose aux États-Unis qui est très différent, comme je disais, plutôt diffusé dans les PME, très souvent à l'occasion de la reprise des entreprises par les salariés lors du départ en retraite du dirigeant fondateur. Et ça, c'est vraiment l'esprit de celui qui a développé, de ceux qui ont pensé le système dès les années 70, 74, avec la loi ERISA, pour être très précis. On cède son entreprise lorsqu'on est un dirigeant à des salariés pour une très longue période. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, certes, on sort du capital, mais avec quand même l'assurance de la pérennité de l'entreprise. Et souvent, c'est ce à quoi sont attachés les fondateurs d'une entreprise. C'est souvent l'œuvre d'une vie, une entreprise, quelle que soit la taille, une TPE, une PME. Et on souhaite qu'elle se pérennise. On rechigne à ce qu'elle soit rachetée par un concurrent ou est-ce est-ce qu'un investisseur financier s'y intéresse, alors avec de plus ou moins bonnes raisons. Bon, il y a cet aspect, disons, de long terme qui, sans doute, est de nature à convaincre les dirigeants de céder leur entreprise. Il y a aussi un phénomène qui est important, c'est le système de retraite. C'est un phénomène macro et de contexte. Hein. La loi ERISA, le Employee Retirement Income and Security Act de 1974, que je citais juste avant, a créé les fonds de pension, mais a créé également les plans d'actionnariat salarié. C'est-à-dire que le plan d'actionnariat salarié
est un système de financement de la retraite, avec des avantages fiscaux assez conséquents, qui ont été attribués par les deux grands partis qui ont été au pouvoir, c'est-à-dire les Républicains et les démocrates. Il y a un accord transpartisan sur le fait que l'actionnaire salarié est une bonne pratique, et donc ça n'a pas été remis en cause par ni les démocrates ni les républicains. On a donc ces éléments de contexte qui contribuent au succès. Autre élément assez important, enfin, donc du coup un cadre plutôt favorable, à la fois fiscalement mais aussi légalement, avec des systèmes qui tendent à promouvoir ce type de modalité de reprise. Ça s'est étendu maintenant au Canada. La loi fédérale canadienne depuis l'année dernière prévoit qu'il y ait la possibilité de faire des campagnes de promotion de l'actionnariat salarié. Mais aussi un mécanisme qui est très proche en réalité du LBO, hein, puisque Luis Kelso, qui a développé ces systèmes d'actionnariat salarié, c'est ESOP, hein, à ne pas confondre avec les 401k, qui sont les plans des fonds de pension, qui comprennent de l'actionnariat salarié, mais qui concernent beaucoup plus les grandes entreprises cotées. Donc on a cette distinction. Donc Luis Kelso proposé, c'était un banquier d'affaires, hein, donc qui faisait des opérations de LBO, mais qui s'est dit que ces opérations de LBO pouvaient bénéficier à l'ensemble des salariés avec un mécanisme de levier qui permette à une structure, à une entité juridique indépendante, séparée de l'entreprise, de s'endetter en lieu et place des salariés. Donc, ce ne sont pas les salariés qui souscrivent les actions en direct, mais, disons, le ESOP, le plan, et qui cède les parts de l'entreprise au fur et à mesure que le prêt est remboursé. Ça permet, disons, aux dirigeants de sortir son capital au moment du départ en retraite, et ça permet aussi, chose assez étonnante, hein, pour les salariés de bénéficier des actions gratuitement, sans apport. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'assez considérable, parce qu'on pourrait penser que la capacité d'épargne est évidemment un frein pour investir en actions d'entreprise. Parmi les avantages souvent cités lorsqu'on met en place des dispositifs d'actionnariat, il y a évidemment l'alignement des intérêts entre les actionnaires et les salariés. Il y a cette culture d'entreprise, d'entrepreneur qu'on essaye de favoriser. Néanmoins, dans vos travaux, vous mettez aussi en avant d'autres finalement conséquences plutôt positives pour l'entreprise. J'ai par exemple en tête la corrélation qu'on pourrait faire entre le taux d'absentéisme et l'actionnariat salarié. Qu'est-ce qu'on peut mettre en avant comme atout justement de ces dispositifs pour une entreprise? Alors, ce que vous citez font partie des atouts qui sont recherchés. Alors, a fortiori en ce moment, on voit ce phénomène de grande démission. Alors, peut-être pour nous, au niveau de la France, c'est une petite démission, mais tout de même, 35%, d'après les données de la DARES, des salariés s'interrogent sur la possibilité de quitter leur entreprise. Donc, ça reste assez considérable, puisqu'on mettait en parallèle les États-Unis et la France. 48 millions de salariés aux États-Unis ont changé d'entreprise dans l'année qui vient de s'écouler, ce qui est considérable. Alors, il y a évidemment des phénomènes macro, hein, il ne s'agit pas que de remettre en cause les fondements managériaux, la façon dont sont gérées les entreprises. Il y a des éléments liés au Covid, il y a le fait que les salariés se sont vus un avenir différent lorsqu'ils se sont retrouvés confinés, et je crois pouvoir dire que j'en fais partie. Et puis notre interview aussi à distance en témoigne de ces nouvelles pratiques qui se sont développées. Mais disons que lorsqu'on a des actions d'entreprise, on est impacté dans sa motivation de trois façons qui correspondent en gros au ressort de la motivation tel qu'on les connaît en comportement organisationnel et en gestion des ressources humaines. Disons le modèle intrinsèque qui consiste à dire que j'ai un statut différent. Je suis actionnaire maintenant. Je peux demander, ça n'est pas rien dans certains pays lorsqu'on dit qu'en France on a l'actionnariat salarié, c'est-à-dire que tu peux siéger dans les assemblées générales, tu peux voter. C'est quand même assez considérable, quel que soit le montant investi, on bénéficie de la même information que les autres actionnaires et ça n'est pas neutre. Ça n'est pas neutre aussi pour aider les salariés à se familiariser aux réalités de l'entreprise, comprendre en compte d'exploitation, comprendre aussi les choix qui sont faits et en tout cas voir
pas forcément les partager à ce stade-là, mais voir les choix qui sont faits, essayer de se les approprier. Deuxième élément, la partie instrumentale, c'est-à-dire qu'en fait, lorsque je suis actionnaire salarié, je suis associé aux décisions, je vote. À minima, je vote. Mais je peux, depuis la loi de Breton de 2006, je peux élire un représentant des actionnaires salariés qui va siéger, on évoquait cette co-détermination, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, dès lors que j'ai 3% du capital. Ça concerne surtout des grandes entreprises françaises, mais tout de même, beaucoup d'entre elles, des grandes sociétés du CAC 40, ont un capital détenu par le salarié qui est au-delà de 3%. Et le troisième élément, c'est la partie extrinsèque, c'est-à-dire que bon, quand je vais travailler, on le voit en ce moment avec les débats sur le pouvoir d'achat, le dividende salarié, la loi pouvoir d'achat qui est en cours de passer au Parlement, beaucoup débattu, c'est ce que ça me rapporte. C'est-à-dire, est-ce que ça me rapporte de l'argent d'être actionnaire salarié? Est-ce que je bénéficie de dividendes? La réponse est oui, la plupart du temps. Ils peuvent être réinvestis, mais de toute façon, ils restent dans le plan d'épargne entreprise dans ce cas-là. Et est-ce que je gagne en valeur? C'est-à-dire, est-ce que l'action prend de la valeur, mais avec les inconvénients que ça a, que vous citiez pour la partie Enron, c'est-à-dire que je peux aussi perdre de l'argent. Je peux aussi perdre de l'argent, mais cette sensibilité aux réalités de l'entreprise me fait aussi comprendre les décisions qui sont prises. Il y a parmi les conséquences, donc ça, ce serait les éléments, vous voyez, les mécanismes. Les conséquences, c'est moins de turnover, moins d'absentéisme, plus d'innovation, plus de suggestions. C'est-à-dire si je considère que l'entreprise, c'est un peu la mienne, vous voyez, c'est mon capital, je suis chez moi. Donc, je ne veux pas chez moi qu'on dégrade un meuble, vous voyez, on a retrouvé dans des travaux aux États-Unis des comportements comment dire, d'autocontrôle. C'est-à-dire qu'en fait, les salariés, celui qui est actionnaire salarié, qui dit à celui qui ne l'est pas, mais rends-toi compte, lorsque tu es moins motivé, moins mobilisé sur tel objectif, bah, comment dire, tu portes atteinte à mon patrimoine, à notre patrimoine. Donc ça, c'est des travaux qui sont faits aux États-Unis. On a plus récemment des liens avec le ESG, c'est-à-dire les fameux trois lettres magiques, environnement, social et gouvernance. Des collègues ont montré que pour les sociétés du SBF 120, sur un certain nombre d'années, sur des données de panel, on a un impact de l'actionnariat salarié sur la prise en compte des critères non extra-financiers, ou disons environnementaux et sociaux. Donc ce serait comme on aurait tendance à faire remonter les éléments de la base, sachant que lorsqu'on s'intéresse aux comportements organisationnels, les comportements, par exemple, d'économie d'énergie, évidemment, sont peut-être plus prononcés du fait que on ait conscience de ce que ça coûte à l'entreprise et de cette association au capital. Alors, des travaux mettent en avant aussi une meilleure coordination, une adhésion au principe aussi de l'entreprise, mais aussi un souhait de participer à la décision. Il y a des méta-analyses, c'est-à-dire qu'en fait, des travaux qui font des analyses de tous les travaux. Il y en a une quantité qui est assez considérable depuis les années 70. Un peu moins en France, mais on a quand même des résultats qui vont dans ce sens-là. Dans ces trois piliers, la participation qu'on identifie très souvent, participation au capital, participation aux bénéfices et participation aux décisions qu'on évoquait juste il y a quelques instants. Mais disons que dans ce cadre-là, on a considéré récemment dans une tribune avec un avocat, donc Jean de Calbiac, que finalement, il y avait la nécessité de s'interroger sur quelque chose de plus profond. C'est-à-dire que le dividende salarié, c'est du flux monétaire qui serait reversé aux salariés sous la forme de participation. Mais il y a aussi la nécessité de s'interroger sur la constitution du patrimoine
ce qu'on avait souligné avec Jean de Calbiac, c'est que justement la question des inégalités, elle se posait plus au niveau du patrimoine que du revenu en réalité, parce que même si effectivement cette problématique aujourd'hui, elle n'est plus que jamais d'actualité du fait de l'inflation que l'on retrouve. Mais disons que l'actionnariat salarié s'inscrit dans la durée. C'est-à-dire que l'actionnaire salarié bénéficie de fait du dividende. Alors que lorsqu'on a un dividende salarié, on peut avoir une mesure qui est peut-être transitoire, de court terme, qui ne va pas nécessairement s'inscrire dans le temps. C'est aussi c'est aussi peut-être faire une confusion. Alors, c'est peut-être pas forcément partager cette critique ou cet avis, mais c'est peut-être introduire une confusion entre le statut d'actionnaire et le statut de salarié. Mmh. Certes, le salarié peut être associé au capital, mais l'essentiel de ses revenus, il les tire de son travail au travers du salaire. L'actionnaire étant lui, disons, prenant les risques de l'exploitation. Euh, c'est le cas aussi, c'est aussi le cas du salarié, mais de toute façon, on a deux parties prenantes constitutives. On a beaucoup parlé de cette notion de partie prenante depuis que la responsabilité sociétale de l'entreprise ou sociale de l'entreprise s'est imposée comme un nouveau paradigme, mais on a, comment dire, mis tout au même niveau souvent. On a mis les fournisseurs, les clients, les salariés, les actionnaires sur un même plan. L'État, la nature, toutes ces parties prenantes qui sont souvent intégrées, mais on a oublié que deux d'entre elles sont constitutives, c'est l'actionnaire et le salarié. Elles ont, un rôle particulier, un rôle primordial pour l'entreprise, parce qu'elles apportent le capital et le travail. Alors, est-ce qu'il faut relier les deux notions, le dividende et le salariat? Je pense que c'est peut-être à géométrie variable, s'il y a peut-être une question de taille d'entreprise, de statut de l'entreprise, puisque ça pose un certain nombre de difficultés dans les PME. J'ai vu aussi des critiques pour la mise en œuvre de ce dispositif dans les TPE, les PME. Donc, généraliser ce système serait peut-être. Il y a aussi encore l'idée que ce serait un système qui serait imposé par l'État et qui ne viendrait pas de l'initiative des entreprises. Bon, il y a pas mal d'éléments de débat, mais ce qui est intéressant, c'est de débattre de toute façon et d'ouvrir sur des perspectives différentes. C'est-à-dire que si les salariés étaient associés aux décisions et avaient une part du capital, ils pourraient décider eux-mêmes s'ils se versent ou pas Bien des, sûr. des- 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 des dividendes. Adhérer à un modèle de plan d'actionnariat salarié pour l'Europe. C'est un modèle qui a été proposé, enfin un ISOP, hein, en fait un plan d'actionnariat salarié du type de celui qu'on connaît aux États-Unis, mais adapté à l'Europe, c'est-à-dire avec la possibilité de rachat d'entreprises lors de départ de dirigeants, dans le cadre de transition, de transmission pardon, d'entreprises, dont on nous dit elles seront très nombreuses dans les années à venir. C'était une d'ailleurs des motivations de la loi Pacte, hein, qui nous disait qu'une proportion considérable de dirigeants céderaient leur entreprise à horizon de quelques années. Ça s'est sans doute accru avec le Covid et puis les différentes phases que l'on a connues ces derniers temps. Mais ce plan d'actionnariat salarié, il a été proposé par l'Institut pour la démocratie économique qui est en Slovénie. Alors la raison de la présence de cet institut en Slovénie est assez simple, c'est que c'est là où David Ellerman, un économiste ancien de la Banque mondiale, promoteur de l'actionnariat salarié aux États-Unis, et toujours qui intervient beaucoup dans le débat sur l'évolution l'évolution de ce système aux États-Unis même, participe à cet institut et a fait une proposition de plan d'actionnariat salarié pour l'Europe, avec des applications déjà en Slovénie. Il faut dire qu'en espace de quelques mois, il y a eu plus de reprises sur ces modalités-là en Slovénie qu'en France depuis un certain nombre d'années où le FCPE de reprise a été instauré. Donc, semble-t-il, on a avec évidemment un pays qui n'a pas du tout la même taille et le poids économique. Donc, on pourrait dire que disons, le succès est assez considérable.
Et donc ce serait intéressant de regarder, c'est un plan qui a été aussi, qui a bénéficié disons de prix d'innovation sociale au niveau européen et une initiative européenne en ce sens serait intéressante pour avoir un modèle européen d'actionnariat salarié. Comme la codétermination peut être considérée comme, d'une certaine façon, un modèle européen puisqu'il est partagé par, la majorité d'entre eux. Merci beaucoup, Nicolas Aubert pour, tous ces éclairages. Nicolas, je rappelle, vous êtes professeur associé, professeur agrégé, pardon, d'Aix-Marseille et également, le coauteur, de l'ouvrage «La réforme de l'entreprise, un modèle français de codétermination». Merci beaucoup. Merci Michael.